Bienvenue sur Télé Antilles, les invités de Mike, cette émission, mesdames, messieurs, que j'ai grand plaisir à vous présenter. Une émission réalisée par Peggy Ladéon. On salue notre responsable donc technique, Jean-François Saint-Louis, et notre directrice des programmes, Danielle Borilla. Que vous soyez sur Free, le canal 932, on sait que vous êtes très nombreux donc à nous regarder sur Free, le canal 407 sur Bouygues et sur Orange, le canal 398, une émission que vous pouvez également retrouver en podcast, comme dit-on, sur le Facebook de Télé Antilles, sur Dailymotion, sur YouTube, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, mais également sur l'île de Beauté, en Corse. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes avec le premier magistrat, j'aime bien cette formulation, le premier magistrat donc, de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, donc, qui est avec nous dans cette émission. Alors, d'une part, je remercie donc, Didier Laguerre, mais également son directeur donc, de cabinet, donc, qui, chaque passage à Paris, donc, nous fait une petite visite dans les studios de Télé Antilles. Nous vous remercions grandement, monsieur le maire. Merci, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Antilles sur tous les canaux et tous les modes de diffusion possibles. Et surtout, merci de m'accueillir sur le plateau et dans l'émission Les Invités de Mike. Et puis un salut à Peggy et à Jean-François également. Voilà, alors une émission bien sûr qu'on regarde en Martinique, mais également sur l'Hexagone, parce qu'on aime bien voir les nouvelles de Fort-de-France, parce que vous êtes donc le premier magistrat, donc le maire donc, de ce chef-lieu de la Martinique. De la capitale de la Martinique. La capitale. Alors vous n'aimez pas le terme chef-lieu? Non, c'est pas un chef-lieu, c'est une capitale, c'est un pays, c'est une capitale. Mais c'est où il y a la préfecture aussi. Donc, comment? Quand on dit chef-lieu. Justement, c'est où il y a la préfecture, c'est la capitale. C'est bien ça, c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien un pays, c'est bien un peuple, c'est bien là où il y a la préfecture, c'est la capitale. Alors vous représentez bien évidemment Fort-de-France, mais également toute la Martinique, parce que vous êtes élu dans cette collectivité territoriale de la Martinique, donc depuis, bientôt 2 ans maintenant. Ah, plus que ça, depuis bientôt 3 ans. 3 ans maintenant. Oui, juin 2021. Ah oui, carrément. Ouais, ça va bientôt faire 3 ans. 3 ans. Voilà. Quasiment mi-parcours, parce que normalement c'est 6 ans, mais je crois qu'il y a une année de plus, je ne sais pas, pour l'histoire de calendrier de rattrapage, mais ça fait déjà presque 3 ans, oui. Très bien. Avec en charge le budget également sur cette collectivité, mais pas seulement. La commission gouvernance, finance et affaires juridiques. Le budget relève du président du conseil exécutif et donc relève du conseiller exécutif Arnaud René Corail. Moi, je suis l'exécution du budget, les questions budgétaires pour le compte de l'Assemblée. Très bien. Alors, puisqu'on parle de budget et de finances, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous êtes sur Paris. Vous êtes, alors là, vous profitez également pour honorer tout un tas de rendez-vous. Et vous étiez là donc pour la participation au comité des finances locales. Qu'est-ce que c'est que ce comité des finances locales? Le comité des finances locales, c'est une instance réglementaire qui réunit des représentants des collectivités territoriales, régions, départements, municipalités, communautés de métropole et communautés d'agglo. Et donc, un certain nombre d'élus locaux participent, sont élus par leurs collèges respectifs au comité des finances locales. Le comité des finances locales est consulté à titre consultatif ou avec avis conforme sur un certain nombre sur les grandes questions budgétaires, donc sur le projet de budget, le projet de loi de finances, sur la dotation global de fonctionnement, sur les répartitions des amendes de police, sur les répartitions des droits onéreux de mutation, ce que vous payez quand vous achetez un bien chez le notaire, la taxe que vous payez, etc., etc. Et donc, le comité des finances locales est organisé pour avoir une représentation des collectivités outre-mer. Et donc, je suis élu par les collectivités, donc, pour représenter les collectivités municipales et communes de Martinique, et les villes d'outre-mer. D'accord. Je ne siège pas au nom de la Martinique, mais au nom de l'ensemble de l'outre-mer pour faire prendre en compte. L'ensemble de l'outre-mer, donc ça veut dire qu'il y a une... Il y a une élection. Une élection. Vous étiez candidat? Oui, j'étais candidat. D'accord. Avant moi, c'était Georges Patient, sénateur de Guyane, qui siégeait au comité des finances locales. Et donc, il y a eu une élection. On m'a proposé de participer au comité des finances locales, ce que j'ai accepté. Et donc, l'élection a eu lieu, les collectivités ont voté. J'étais sur la liste
présentée par l'Association des maires de France, D'accord. qui s'avère être la seule liste. Oui, c'est un peu facile. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué. On se met d'accord entre collectivités sur qui représente. C'est un collège de combien d'élus qui représente les Outre-mer dans cette instance? Deux élus. Deux élus. Un pour les collectivités communales et un pour région, département. D'accord. Et donc voilà. Et on a une séance plénière. On se réunit en séance plénière avec une certaine régularité. Et puis sur des sujets spécifiques comme la réforme de la dotation globale de fonctionnement, qui est un gros sujet des recettes des collectivités d'une façon générale. On met en place des groupes de travail. Quand on a travaillé sur la réforme de la DACOM, donc dotation d'aménagement des collectivités outre-mer, on a mis en place des groupes de travail qui se sont réunis tous les 15 jours pendant 8 mois pour pouvoir formuler une proposition de réforme. D'accord, vous le faites comment? Donc ce sont des réunions qui se font en visioconférence? Ce sont des réunions qui se font en présentiel. Donc vous venez depuis tous les 15 jours à depuis Paris? le Covid, non. Depuis le Covid, quand on était sur la réforme de la DACOM, oui. Ouais. Quand on préparait la réforme de la DACOM et qu'on devait faire des propositions, que le gouvernement ensuite a préparé son projet de réforme et a présenté au Parlement, les réunions se faisaient tous les 15 jours et je venais tous les 15 jours pour ça. Parce que c'était suffisamment important pour les collectivités d'outre-mer. Et depuis le Covid, les réunions se tiennent parfois avec une possibilité de visioconférence, mais c'est pas systématique. Et là, on a une séance plénière sur des projets de décret, de répartition d'amendes, etc. Mais surtout, on a un point à l'ordre du jour sur la dotation globale de fonctionnement. Et c'est un sujet suffisamment important pour que je vienne, et d'autant plus important que pour moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que les problématiques des territoires d'outre-mer, les problématiques des communes, mais ou même des régions et départements, je ne fais pas de distinction, soient prises en compte dès le début de la réflexion. Et non pas, une fois que la réflexion est aboutie, on va regarder comment on peut arranger les choses, tordre les choses, alors qu'on n'a pas du tout tenu compte de ces problèmes pendant toute la réflexion. Et donc, on a un projet global qui aboutit. Il vaut mieux intervenir en amont, pendant la réflexion, pendant la construction d'une éventuelle réforme. Et donc, c'est pour ça que je viens sur ces problématiques-là. Et j'en profite j'en ai profité pour aller rencontrer, par exemple, la ministre de l'Outre-mer. En même temps, justement, juste avant de revenir sur cette rencontre avec Marie Guévenoux, donc la ministre des Outre-mer, les problèmes, restons sur ce comité donc, des finances locales, les problèmes donc, du Martiniquais ne sont pas forcément les mêmes du Réunionnais, du Guadeloupéen et du Guyanais. Absolument, on est d'accord. Et donc, il faut bien... les problèmes ne sont pas les mêmes, donc il faut bien travailler dessus. D'accord. Comment on recense justement les problématiques de financement. Les problématiques de financement, on les recense par le biais des associations locales, des élus. On les recense par le biais aussi de l'association des collectivités d'outre-mer, la CCDOM. On les recense aussi par l'interaction qu'on a avec les élus directement des différents territoires, des différents pays d'outre-mer. Et puis on a des spécificités d'un territoire à un autre, mais on a un socle commun qui est celui de difficultés de financement et surtout de difficultés de prise en compte des charges supplémentaires que portent les collectivités outre-mer. D'accord. Et justement, donc, de la nécessité de mettre le financement en face de ces charges. Sinon, on a des budgets qui sont structurellement déséquilibrés. D'accord. Donc, parlons de ce socle commun. Donc, sur cette dernière réunion plénière, quelles sont les problématiques, les sujets? Demain, la dernière réunion plénière, la prochaine. Mais quelles sont les problématiques de financement des collectivités outre-mer? On a des charges supplémentaires à porter. De plus en plus lourdes. Du fait de l'insularité, du fait de l'éloignement. On a des charges de plus en plus lourdes du fait du creusement des inégalités dans nos territoires. Et donc, de la nécessité de l'intervention de la puissance publique. Et donc, la première d'entre elles, la commune, la ville. Et donc, la nature de ces charges-là doit être bien comprise. On a des problématiques de sécurité. On a des problématiques d'aménagement de territoire. On a des problématiques de vieillissement du patrimoine immobilier sur nos territoires. Je travaille avec le maire de Sinamari, président de l'association des maires de Guyane. On travaille ensemble à
un modèle qui nous permettrait de réhabiliter et remettre sur le marché des maisons qui sont vides, vacantes, alors qu'en face, on a des demandes de logement qui ne sont pas satisfaites. Donc, ce sont des problématiques qui sont communes à nos pays, avec des variantes et des degrés, des intensités différentes d'un territoire à l'autre. On a des problématiques d'aménagement et de construction, on a des problématiques d'adaptation d'un certain nombre de textes, notamment en matière d'aménagement, à la réalité de nos pays. Et les problèmes de la Guyane en matière d'aménagement de territoire ne sont pas les problèmes de la Martinique qui fait 80 km sur 30. Ouais. Mais qui sont proches, parce que là, comme quelque part, on sait que... Qui sont proches, oui et non. Ouais. Oui et non. On a des besoins de construction. Oui. Sauf que il y a une demande énorme en logement. Les contraintes physiques ne sont pas les mêmes en Martinique et en Guyane. En Martinique, on est une île montagneuse, volcanique. Et en Guyane, on a un territoire, un territoire qui a la surface du Portugal. Vous parlez du foncier quand vous dites ça? Je parle du foncier, de la disponibilité du foncier, des contraintes liées à ce foncier, parce que en Guyane, on a une forêt à préserver, on a une forêt à protéger, mais en même temps, on a besoin d'aménager. On a besoin d'aménager et de créer des voies de circulation entre des communes qui sont éloignées, alors que en Martinique, vous passez de Fort-de-France au Lamentin sans savoir à quel moment vous avez quitté Fort-de-France, vous êtes rentré au Lamentin. Ouais. Donc, nos problématiques d'aménagement ne peuvent pas être les mêmes, même si globalement, nos problématiques de loger notre population, notre problème de loger la population est le même. Mais les contraintes qui pèsent sur nous ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut pouvoir en tenir compte de ces différentes spécificités. On a des populations qui sont confrontées à des défis démographiques sur la Martinique et sur la Guadeloupe, où les populations diminuent, la population diminue et vieillit, alors que sur la Guyane, on a un autre défi démographique. C'est toujours un défi démographique. Mais là, c'est une population qui est en expansion. Alors, la question que je vous pose, monsieur le maire, est-ce que justement les décisions, en tout cas les problématiques qui sont retenues dans ces comités, enfin dans ce comité, dans ces commissions, est-ce que le gouvernement en tient compte lors de la loi de finances, la programmation de la loi de finances et la programmation... Oui. Pas tout. Oui. Pas tout. La réponse est simple. Pas tout. Lorsqu'on a travaillé sur la réforme de la DACOM, je parle pour l'outre-mer, toutes les propositions du comité des finances locales n'ont pas été retenues. Un certain nombre de ces propositions, de ces prescriptions qui ont été votées à l'unanimité, ont été retenues par le gouvernement, d'autres pas. Mais lorsqu'on travaille sur des textes et sur des projets au comité des finances locales, le gouvernement, lorsque l'avis n'est pas conforme, le gouvernement a la possibilité de choisir ou pas, de suivre ou de ne pas suivre. Et c'est normal, puisque vous émettez un avis. Généralement, globalement, vous n'êtes pas décisionnaire. Vous êtes plus ou moins suivi, ou alors ça dépend ça dépend énième commission. Ça dépend des sujets. Tant que vous faites des propositions de réforme ou de répartition à budget constant, le gouvernement vous écoute. Lorsque c'est un dépassement, lorsque ça sous-entend une augmentation de l'enveloppe, le gouvernement ne vous suit plus. Il faut savoir comment ça fonctionne. Je vais prendre un cas simple. Quand on prend les communautés d'agglomération, toutes les communautés d'agglomération contribuent à un fonds de péréquation qui s'appelle le FPIC, fonds de péréquation intercommunal. Donc tout le monde met un peu de sous dedans. Ouais. Ça crée une enveloppe. Et ensuite, on regarde les communautés qui sont les plus faibles économiquement, financièrement, et on va répartir l'enveloppe entre toutes les communautés les plus faibles. D'accord. Mais... Un fonds de péréquation. Ça fonctionne même au niveau de l'Europe. Hein. Donc, on est sous le même fonctionnement. Les communautés d'agglomération d'outre-mer cotisent selon le droit commun, donc avec les mêmes règles que les autres communautés d'agglomération. Et lorsque vient le moment de la répartition, on crée une enveloppe spéciale pour l'outre-mer, au sein de laquelle on va répartir entre les plus faibles, et une enveloppe pour le territoire hexagonal. C'est-à-dire que vous cotisez selon les mêmes règles, mais pour la redistribution, les règles sont différentes. L'écart entre, si on avait une redistribution selon les mêmes règles que les cotisations, c'est-à-dire au droit commun, il manque 30 millions d'euros. Le gouvernement vous dit, il n'y a aucun problème, on peut modifier, changer la règle et cotiser au droit commun et ensuite reverser au droit commun. Ça coûte 30 millions d'euros, moi je ne mets pas un euro de plus. Donc vous devez faire la réforme à droit constant, à périmètre constant, à enveloppe et à budget constant. Et donc le gouvernement ne vous suit pas dans la proposition de réforme de redistribuer au droit commun.
Voilà un exemple. Si on redistribue au droit commun à enveloppe constante, le gouvernement est d'accord. S'il faut rajouter 30 millions, le gouvernement vous dit non, c'est à enveloppe constante. Donc, en fonction des sujets, en fonction des propositions, vous êtes suivi, vous n'êtes pas suivi. Ce sont les mêmes conventions. Vous qui êtes à la tête d'une ville, on sait que les dépenses donc d'année en année elles augmentent et que le budget n'est pas extensible. Et que les recettes d'année en année diminuent. Voilà. Et donc des fois vous dites bon voilà, moi c'est 500 € que j'ai pour tel projet, je peux pas remettre 1 € de plus. Voilà. Non, mais la différence, c'est que là, on est sur des questions d'équité. Ouais. On est sur des questions d'égalité entre collectivités. Comment vous pouvez m'expliquer que pour contribuer, je vais contribuer dans le droit commun, c'est-à-dire que je vais contribuer au même titre que tout le monde, et puis quand il va falloir redistribuer l'enveloppe, pour les plus faibles, là, on va me dire qu'on va faire une répartition différente et que donc, je deviens fort. Le résultat, c'est que vous prenez la communauté d'agglomération du centre de la Martinique ou du sud, la CACEM ou l'Espace Sud, la CACEM et l'Espace Sud sont considérés comme des communautés d'agglomération riches et donc n'ont pas droit à la redistribution. Parce que la CACEM est riche par rapport à d'autres communautés d'agglomération d'outre-mer, voire de Martinique. Mais quand on va se comparer à des communautés d'agglomération de France, on ne peut pas être qualifié de riche. Et donc, vous voyez bien que vous avez un problème d'équité et d'application de l'équité, tout simplement. Mais c'est pas juste ça, il faut rester à périmètre constant, il faut aussi rester dans l'équité de traitement entre les collectivités. Et donc ça, c'est des combats qu'on mène au niveau du comité des finances locales, mais pas que. Et donc, voilà, ça dépend. Là, on doit travailler sur sur des propositions de réforme de la dotation globale de fonctionnement et réfléchir sur une réforme possible de la dotation globale de fonctionnement. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il va être difficile de réformer un outil de financement aussi important pour les collectivités locales à enveloppe constante. Une réforme va nécessairement entraîner une modification de l'enveloppe, ne serait-ce que pour que cette dotation tienne compte des besoins de financement et des charges qu'il y a à apporter, mais aussi pour que la réforme puisse être mise en œuvre, parce qu'il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Et les collectivités qui perdent ne peuvent pas perdre du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas passer de 50 à 30 du jour au lendemain. Il y a forcément un lissage dans le temps. Par contre, celles qui gagnent doivent gagner du jour au lendemain. Et donc, vous aurez forcément une augmentation de l'enveloppe. Une réforme de cette ampleur faite à enveloppe constante aura du mal à être mise en œuvre. Donc, il faut aussi se rendre compte que on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. À un moment donné, il faut accepter de casser les œufs. Et quand vous parlez de finances des collectivités locales, quand vous êtes sur les collectivités locales sont le premier échelon de l'action de l'État au sens large du terme. Parce que quand on pense État gouvernement, État fonctionnaire d'État. Ben non, l'État, c'est l'ensemble de l'action publique. Et d'ailleurs, quand on parle du déficit de l'État et de la réduction des charges de l'État, on parle de la réduction des charges de tout le monde, des collectivités locales, réduction des dépenses des collectivités locales, réduction des dépenses de l'État gouvernemental. Et l'État, c'est l'ensemble. L'État français, c'est l'ensemble. C'est pas juste la fonction publique d'État. C'est aussi la fonction publique territoriale, c'est aussi les hôpitaux, c'est l'ensemble de l'action publique initiée par le gouvernement et par le président de la République qui est l'exécutif. Donc, les collectivités sont le premier relais, sont le premier échelon d'action de l'État au sens large du terme. Et donc, les mettre en difficulté, les mettre à mal, c'est mettre à mal l'action publique. Et on le voit aujourd'hui dans l'évolution de la société et dans l'agilité. On l'a vu pendant la crise Covid. On le voit sur bien des domaines. Les collectivités sont au plus près des habitants. Au plus près des problèmes. La proximité, c'est vous. Et donc, au plus près des réponses à apporter qui peuvent être différentes dans un même cadre, qui peuvent être différentes d'une région à une autre. Parce que la manifestation du problème va être différente d'une région à une autre, selon que vous soyez dans la Manche ou que vous soyez dans le Massif central. Selon qu'on parle de problématiques de logement, j'entends qu'on ne construit pas suffisamment de logements sociaux et que le peuple français a du mal à se loger. À Fort-de-France, vous avez 75 000 habitants, vous avez 4 000 demandes de logements sociaux non satisfaites par an.
vous avez entre 10 et 12 000 demandes de logements sociaux non satisfaites sur l'ensemble du territoire martiniquais. Et en constante augmentation, c'est tous les ans que ça. C'est le chiffre est moyen, malgré la diminution de la population, ce qui est assez particulier aussi. On a une partie de notre jeunesse qui a du mal à se loger, qui a du mal à trouver. Et donc, on a des fois des cohabitations sur 2, voire 3 générations. C'est-à-dire que vous avez les parents, leurs enfants, qui ont fait des enfants. Oui. Dans la même maison. Et en même temps, on voit qu'en Martinique, il y a beaucoup de maisons. Et en même temps, en Martinique, vous avez beaucoup de maisons vacantes. Ouais. Donc, se posera la question, tôt ou tard, se pose la question de comment on remet ces maisons vacantes qui ont des propriétaires dans les divisions, qui ont des propriétaires qui ont quitté le pays depuis longtemps, dont les enfants sont disséminés autour du monde, etc. Mais qui ont des propriétaires. Ce ne sont pas des maisons qui ont poussé toutes seules. Elles ont été construites par des gens. Parfois, ces gens ne sont plus là. Ils n'ont pas d'enfants. Parfois, ces gens ont des enfants qui ne s'en préoccupent pas. Comment on remet ces maisons sur le marché pour pouvoir répondre aux besoins de logement, parce que vous n'avez pas la possibilité de consommer des terrains naturels indéfiniment pour pouvoir loger et construire des logements. Parce que vous êtes sur un territoire exigu qui est une île. Pour parler de logement, on reviendra tout à l'heure dans cette émission sur un autre problème très délicat donc, sur le territoire de la Martinique, donc qui fait... problème foncier. Problème foncier, on en parlera dans cette émission. Je voudrais qu'on revienne sur cette rencontre que vous avez eue avec cette nouvelle ministre déléguée donc, aux Outre-mer, donc Marie Guévenoux. Vous l'avez rencontrée à Paris. Voilà, de quoi avez-vous parlé entre... on a parlé des problèmes, des préoccupations du maire de Fort-de-France. C'est le maire de Fort-de-France. Lesquels? Qui rencontre la ministre des Outre-mer. Donc, on a parlé des problématiques financières. Oui, par exemple. Nouveau contrat d'accompagnement des collectivités Outre-mer. Le contour, les objectifs du maire de Fort-de-France. Qu'on travaille davantage dans le contrat sur la section d'investissement parce qu'on est en train de réglé le problème de la section de fonctionnement. On a parlé également des problématiques de politique de la ville. On a parlé des problématiques de financement global de la collectivité. On a parlé octroi de mer. Puisqu'il y a une réforme de l'octroi de mer qui... on peut rappeler rapidement l'octroi de mer qui est envisagé. Et donc, on a parlé octroi de mer, intérêt pour les collectivités. C'est combien pour l'octroi de mer actuellement pour la Martinique? C'est combien de budget pour... Le volume de recettes d'octroi de mer est autour de mémoire 250 millions d'euros. Pour la ville de Fort-de-France, ça représente 40 millions d'euros au budget de la ville. Donc, pour l'ensemble des communes de mémoire, on est autour de 250 millions d'euros. L'ensemble du budget donc, de l'octroi de mer est reversé aux collectivités martiniques? Oui. De la Martinique? L'ensemble de la... Il n'y a rien qui repart vers Paris? Non, l'ensemble de la ressource reste sur le territoire. Une partie alimente les budgets des communes, une partie alimente le budget de la collectivité territoriale de Martinique. Donc, dans les autres pays où il n'y a pas de collectivité unique et il y a une région et un département, alimente le budget de la région. C'est le cas en Guadeloupe. C'est le cas en Guadeloupe. Donc, d'ailleurs, on parle d'octroi de mer régional. Une part régionale et une part octroi de mer général qui va aux communes. Et il y a une garantie il y a une enveloppe garantie par rapport aux exercices précédents. Et lorsqu'il y a une augmentation de cette enveloppe, elle vient alimenter un fonds de développement régional et donc la section d'investissement des communes. La répartition, elle est faite sous quelle forme? Vous parliez tout à l'heure dans la répartition est faite des finances locales, qu'on avait un schéma qui n'était pas forcément en adéquation avec ce que vous espériez. Quel est le... En adéquation avec des critères d'égalité et de justice. La répartition de la recette d'octroi de mer entre les communes a été arrêtée et votée selon un certain nombre de critères de répartition, tenant compte de la population, tenant compte de la richesse du potentiel financier des collectivités. Ça a été arrêté par la collectivité régionale il y a déjà un certain temps de ça. Et d'ailleurs, à l'occasion de la réforme, il n'est pas impossible que cette répartition soit revue. Mais revue, ce qui est important, c'est qu'elle soit revue à l'échelon local et non pas décidée ailleurs pour nous. D'accord. Alors, vous dites que les 290 millions donc, sont, à juste titre, donc, répartis sur les communes
En Martinique, 40 millions pour la ville de Fort-de-France. On en fait quoi à Fort-de-France avec on alimente le budget de fonctionnement. 40 millions, on a un budget, une section de fonctionnement qui fait 170 millions d'euros à 2 ou 3 millions près. D'accord, 25% à peu près. Ouais, on va dire ça. Ouais, on va dire 25%. Ok, 25% de notre budget. Donc, on va financer des écoles, on va financer le fonctionnement des crèches, on va financer le fonctionnement du service public, on va financer l'ensemble de la section de fonctionnement, on va financer l'entretien de la voirie, financer l'entretien de l'éclairage public, etc., etc. C'est-à-dire que cette somme alimente la section de fonctionnement qui permet de faire fonctionner la collectivité. Et de toutes les façons, je vous dis, on a un budget de fonctionnement de 170 millions d'euros. Le budget total de la ville est autour de 200 millions d'euros. La recette fiscale de Fort-de-France, de la ville de Fort-de-France, est de 100 millions d'euros. Donc, on a 40% de notre recette fiscale qui vient de l'octroi de mer. Donc, on a une part importante du budget de la recette, donc de la capacité d'agir de la collectivité. Et donc, l'idée de la réforme, c'est de réformer l'octroi de mer. OK. Vous voyez une réforme sous quelle forme, justement? Moi, je vois surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est-à-dire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est transformer un pouvoir fiscal local, l'octroi de mer. Les taux sont fixés par la collectivité de Martinique. Tous sont fixés par la Guadeloupe, par la Guyane. Chacun fixe ses taux. D'ailleurs, en Guyane, il n'y a pas d'octroi de mer. Il y a 0. Chacun fixe ses taux. D'accord. Donc, chacun décide de où et comment, de ce qu'il taxe et de comment il le taxe. On dit que le taux, justement, en Martinique est particulièrement élevé par rapport aux autres départements. Pourquoi? Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Il y a des produits, parce que les choix stratégiques ont été faits de limiter l'arrivée de ces produits sur le territoire pour favoriser le développement de la production locale sur ces produits-là. Il y a des choix qui ont été faits en Martinique comme ça, et d'autres choix sur d'autres stratégies, sur d'autres territoires, notamment en Guadeloupe. Donc oui, on a aussi ce jeu-là où des gens importent en Guadeloupe parce que l'octroi de mer est moins cher, et ensuite font venir en Martinique, ou vice-versa. Donc il y a ces problématiques-là, mais fondamentalement, le taux, il va être fixé sur le territoire. Et donc, ce qui est important, c'est que cette capacité de fixer le taux, et donc de dire, je soutiens tel type d'activité, tel type de production plutôt que tel autre, je veux développer tel secteur plutôt que tel autre, il faut que ça puisse rester décidé localement, premièrement. Deuxièmement, c'est une recette qui vient du territoire. Moi, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne veux pas, c'est que cette recette soit remplacée par une dotation, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Une dotation donc qui est... Mais c'est l'équivalente. Elle est équivalente le jour où elle est créée. Et puis au fur et à mesure que le temps passe... Ça diminue. Au fur et à mesure que le temps passe, une fois que vous avez fait une dotation, c'est l'État qui décide. Mais même quand l'État a décidé que ce sera plus 100, mais 90, il répartit les 90. Premièrement. Donc ça veut dire que vous n'avez plus cette capacité, cette dynamique, et vous n'avez plus cette capacité de faire les choix et d'orienter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque la recette augmente et qu'elle a été remplacée par une dotation, rien ne vous garantit que la dotation va augmenter. Autrement dit, vous perdez sur le territoire du pouvoir fiscal et de la recette. Et c'est toute la problématique du remplacement progressif des ressources propres par des dotations. Parce que c'est l'autre, en l'occurrence l'État, qui va décider par le projet de loi de finances du montant de la dotation. Il décide de l'augmenter, c'est très bien. Il décide de diminuer, c'est le même prix pour vous. Un des combats qui est mené là actuellement par le comité des finances locales, c'est l'indexation, qui n'est pas faite, de la dotation globale de fonctionnement, donc des sommes que l'État donne aux collectivités pour fonctionner, sur l'indexation de cette dotation sur l'inflation. Vous avez l'inflation qui est l'augmentation du coût de la vie, donc l'augmentation des charges que les collectivités portent. Oui, l'électricité a augmenté, elle a augmenté pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et vous n'indexez pas la recette que vous mettez pour faire face à ces charges sur l'augmentation du coût de la vie. Donc, en clair, elle a augmenté. La dotation a augmenté, je crois, de 3%, mais l'inflation est à 5 ou 6%. D'accord. Donc, il y a un gap. Ce gap veut dire quoi? Ça veut dire, en clair, vous avez perdu de la recette. On vous donne 100 pour faire, parce que ça coûte 100. Demain matin, ça coûte 110. On vous donne 100. Vous êtes en train de dire qu'il faut augmenter les impôts? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait augmenter les impôts. Non, mais je vous pose la question. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait augmenter les impôts. En même temps, si vous avez s'il y a un manque donc, de recettes
pour combler, pour équilibrer Je les suis en comptes. train de dire que lorsqu'on fixe une dotation, Ouais. lorsqu'on fixe une dotation, celui qui détermine la dotation, c'est lui qui détermine les sous que vous avez. Vous avez un salaire. Ce salaire, il dépend de règles lorsque vous êtes fonctionnaire. Ouais. Il dépend d'un contrat que vous avez signé lorsque vous êtes contractuel. Si celui qui définit votre salaire, si vous n'êtes pas autour de la table pour définir le salaire, le jour où votre patron décide de diminuer le salaire, ben, vous prenez ce qu'on vous a donné. La recette que vous avez, vous la prenez parce que vous n'êtes pas partie prenante de la définition de cette recette. D'accord. De l'intérêt des partenaires sociaux sur les problématiques de points d'indice et de rémunération des fonctionnaires, de l'intérêt des syndicats dans la discussion entre les patrons et les salariés sur l'évolution des salaires. Si vous laissez la main à un individu, à un groupe qui décide de la recette, ben le jour où il décide pour X raison de diminuer cette recette, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et c'est ce qui se passe quand vous avez affaire à des dotations. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas La dotation. qu'on transforme une recette fiscale en dotation. D'accord. Donc Parce que justement, cette dotation, dans le temps, elle, ne serait-ce que pour la valeur de l'euro, ouais. Non mais Didier Lagarde. votre dotation, vous perdez de l'argent. Alors moi j'ai une question. J'ai une question. Donc, Et donc, pour rester sur cette autre... le résultat, c'est quoi? Ouais. Quand vous dites, je suis en train de vous dire qu'il faut augmenter les impôts. Non mais c'est... Ben non, oui. le résultat, c'est quoi? C'est que quand vous avez votre recette qui a diminué et que vos charges augmentent. Ben, quand on augmente les impôts, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la tête, donc, quand on n'augmente pas les impôts, qu'est-ce qu'on fait? On réduit ses dépenses. Ouais. On réduit sur le service public, voire on réduit sur la qualité du service public, parce que de toutes les façons, il faut ramener le coût à la recette que vous avez. Ouais. Ou alors on emprunte. Vous ne pouvez pas emprunter pour payer votre fonctionnement. L'État peut emprunter pour payer son fonctionnement, mais vous, collectivités, vous ne pouvez pas emprunter pour payer votre fonctionnement. Vous empruntez pour financer des investissements. D'accord. Donc, pour construire. Mais vous ne pouvez pas emprunter pour payer vos salariés. Ouais. Donc, si vos recettes diminuent, vous allez maîtriser votre masse salariale et donc vous allez limiter votre recrutement. Moi, je pensais quand même pour le fonctionnement, c'est on pouvait tirer une ligne de trésorerie. Non, la ligne de trésorerie, c'est pour en faire des avances. Oui, mais vous avez c'est 100, des emprunts. vous avez non. Sont La ligne, d'ailleurs. non, la ligne de trésorerie, c'est une avance, c'est une recette. Ouais. Vous ne pouvez pas. Vous avez 100, vous avez besoin de 110. C'est pas la ligne de trésorerie qui va financer les 10. Elle va financer les 100, mais elle va pas financer 110. Donc, si vous voulez emprunter pour financer les 10, c'est un emprunt. Et ça ne peut se faire que sur la section d'investissement. Donc, concrètement, ça se passe comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos recettes ne vous permettent pas de mettre des places en crèche supplémentaires, parce qu'il faut du personnel supplémentaire et que vous n'avez pas les moyens de prendre ce personnel. Donc, vous limitez le nombre de places en crèche. Ça veut dire que vous adaptez, vous gérez, c'est une des volontés de l'État, amener les collectivités à réduire leurs dépenses. Ce que les collectivités font d'une façon générale. Et plus vite que l'État. Les collectivités portent un faible pourcentage, moins de 30% des dépenses globales de l'État et du déficit de l'État, mais elles contribuent pour beaucoup plus à la réduction des dépenses de l'État. Oui, parce que l'État, aujourd'hui, a du mal à réduire ses dépenses. Concrètement. Oui, ou alors n'abonne pas assez. Donc, non, l'État a du mal à réduire ses propres dépenses. Concrètement, c'est tout l'enjeu, là on parle au niveau national, tout l'enjeu, c'est de réduire les dépenses de l'État. Or, l'État a du mal à réduire ses dépenses, puisqu'on est dans une situation où les besoins du peuple sont de plus en plus forts. Donc, difficile de réduire ses dépenses, puisque les dépenses sont faites pour répondre aux besoins du peuple. Et donc, pour revenir à nos problématiques de collectivité et d'octroi de mer, si vous enlevez l'octroi de mer, qui est une taxe locale, décidée localement et répartie localement, et que vous remplacez par une dotation, rien ne me garantit que dans 10 ans, ce sera 40 millions. Après Didier Lagarde, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que tout le monde crie donc, justement donc, de cet octroi de mer qui augmente considérablement donc, le prix des marchandises. Mais en même temps, cet octroi de mer, vous en avez besoin, vous, dans le fonctionnement de vos voilà, c'est ça. Tout le monde dit, oui, c'est l'octroi de mer qui est responsable de la vie chère. Mais... Où est l'étude sérieuse? Oui. Où est l'étude sérieuse qui me dit quelle est la part de responsabilité, à quel niveau, donc, autrement dit, en supprimant l'octroi de mer, de combien on va baisser les prix. Et je veux qu'on me démontre qu'en supprimant l'octroi de mer, on va baisser les prix. Parce que je rappelle que les prix ne sont pas faits par les collectivités. Je rappelle que les prix mais dans les prix, il y a l'octroi de mer. Je rappelle que les prix ne sont pas faits par... Vous êtes d'accord avec moi? Dans le prix, il y a la TVA. Il y a la TVA. Eh bien, supprimons la TVA. Oui, mais il n'est que de 8% chez vous. Eh bien, supprimons la TVA, les prix vont baisser de 8%.
Oui, mais non. Et si on supprime l'octroi de mer et la TVA, et là on se ils sont réduits de 20%. Ouais, et ben alors, allons-y. Et là, on se rend compte de la limite de l'exercice. Ouais. Parce qu'on n'a aucune garantie, mais aucune, que la suppression de la TVA va faire baisser les prix de 10%. Et on l'a vu, je suis désolé. Mais en même temps, si on supprime cet octroi de mer, on perd 300 millions dans les caisses. Mais peu importe qu'on perde 300 millions, on a supprimé la TVA sur la restauration. Oui, on a réduit. On a vu les prix chuter. Oui, mais en même temps, le coût de la matière première a augmenté. Voilà. Donc, du coup, on va enlever l'octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie. Et on va me dire, oui, mais le coût du transport a augmenté, le coût de la matière a augmenté. Donc, finalement, les produits sont au même tarif. On se rend bien compte que, en fait, on est sur un sujet qui est complexe et qui nécessite des éléments objectifs pour pouvoir avancer que l'octroi de mer, en enlevant l'octroi de mer, on va réduire le coût de la vie. Et un des risques qu'on a, justement, c'est de faire ça et de constater que ça n'a rien changé. Alors moi, ce qui me fait... et là, est-ce que vous imaginez le ressenti de la population à qui on a vendu qu'on va enlever l'octroi de mer, ça va faire baisser le coût de la vie, et que quand je vais pousser mon chariot, qui est au tiers rempli, je reçois avec 200 €. Mais justement... Comme avant. Mais monsieur le maire, justement... Donc il faut une vraie... de vraies études, et Johnny Ajar, député de Fort-de-France, a mené une commission d'enquête parlementaire sur la question du coût de la vie, parce qu'il faut identifier. On ne parle jamais. Johnny Ajar dit qu'il y a trop d'intermédiaires et tout le monde se gave. C'est un peu ça. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et que chacun se gave, je ne sais pas, mais chacun marge. Et donc, peut-être qu'il faut réduire le nombre d'intermédiaires. Peut-être qu'il faut aussi, on parle de continuité territoriale. Peut-être qu'il faut qu'on revoie la structure même de cette continuité territoriale dans le domaine des produits de grande consommation. Alors aujourd'hui, moi, ça me fait drôle. Comment on peut m'expliquer qu'une voiture, qu'une voiture achetée ici dans l'Hexagone, elle coûte le même prix. Elle coûte le même prix achetée en Martinique. Vous allez en concession et ils vous font la pub sur le même prix qu'à Paris. Il n'y a pas eu de transport. Il y a plus de problème d'approvisionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on n'a pas des éléments tangibles, objectifs, permettant en fait juste de savoir ce qu'on va faire et de savoir l'impact de ce qu'on va faire, parce que là, on ne peut pas se permettre d'être à la croyance. On doit être sur des certitudes, on doit être sur des modèles qui vont produire tel ou tel effet, de façon à pouvoir prendre des bonnes décisions. Et en ce qui me concerne, je dis, une des lignes rouges, c'est qu'on remplace une recette fiscale par une dotation, parce que nous savons d'expérience que lorsque vous avez remplacé une recette fiscale par une dotation, votre recette dans le temps diminue. Il suffit que le gouvernement prenne une décision de réduire les dotations et votre recette a diminué. Même si le prélèvement qui est opéré, lui, continue à produire davantage de recettes. Mais cette recette, elle va alimenter autre chose. On a supprimé l'abattement de 30%. On a supprimé l'abattement de 30% des impôts outre-mer. OK? Les sommes collectées doivent permettre de soutenir le développement économique. OK? Qui peut me dire la suppression de ces 30% d'abattement impôt sur le revenu sur le territoire de la Martinique a généré combien d'argent? Et qui me dit comment cet argent a été investi au profit du soutien au développement économique sur le territoire de la Martinique. Et qui me garantit que les sommes qui ont été prélevées donc sur les impôts, de ceux qui ont payé des impôts, les 30% en question, qui me dit que ces sommes-là sont bien restées en Martinique, elles ne sont pas allées alimenter ni le budget de l'État, ni le budget d'autres territoires. Il y a moyen de le savoir. Il faut avoir les chiffres de l'État. Alors que quand vous avez, il faut avoir les chiffres de l'État, il faut demander, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, demander à la Direction Générale des Collectivités Locales, donc la DGCL, de vous produire les chiffres. Et c'est pas toujours évident d'avoir les éléments que vous demandez. Quand je vais demander à la DGCL de me fournir... En matière de finances publiques, on nous casse les choses sur la Martinique? On ne nous dit pas toujours tout. On ne nous donne pas toujours tous les éléments. C'est une réalité. On ne vous donne pas toujours tous les éléments chiffrés, toutes les données dont vous pouvez avoir besoin
pour pouvoir faire votre propre analyse. Parce que, pour moi, l'idée, c'est ça, hein, c'est de faire ma propre analyse avec les gens qui m'accompagnent, pas tout seul, hein, mais avec les gens qui m'accompagnent, avec les experts, de faire notre propre analyse de la réalité de la situation et de ce qu'il y a de mieux pour nous. Et je redis, hein, on a supprimé l'abattement de 30% sur l'impôt sur le revenu. Donc, on a prélevé 30% d'impôt sur le revenu supplémentaires sur le territoire. On les a prélevés pour alimenter un fonds qui a vocation à soutenir le développement économique. Combien ça a rapporté, comment c'est réparti. Quand vous posez la question, on va vous donner les éléments. One day, et vous... on va vous donner les éléments. Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Au moment où je dis ça là, je dis ça parce que je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis, mais combien ça rapporte. Alors oui, on l'a mis dans une enveloppe fonds d'investissement. OK. Comment cette enveloppe est répartie? Quel est le montant de l'enveloppe? Combien est prélevé sur chaque territoire? Et comment c'est réparti sur l'ensemble des territoires? Vous avez posé la question à la ministre? Non, pas à la ministre, pas aujourd'hui. C'est une question que je pose régulièrement à la DGCL, au conseiller technique. Et on n'a pas la réponse. Mais peut-être qu'en passant par la ministre, vous l'aurez. Peut-être oui. Mais enfin, j'ai posé la question. Alors, j'ai posé la question au ministre précédent avec des X. Non, pas de réponse. C'est peut-être pour ça que ça change souvent. Non, je pense pas, non. Alors, et donc, c'est pour ça, je finis sur ça, c'est pour ça que il vaut mieux garder une taxe. C'est pour ça que les maires n'étaient pas favorables à la suppression de la taxe d'habitation qui soit remplacée par une dotation. Parce qu'ils savent que dans le temps, cette dotation va diminuer, elle va disparaître. Elle peut diminuer, elle peut disparaître, elle a peu de chances d'augmenter et qu'ils n'ont surtout plus la main. Or, plus vous enlevez de la liberté, de la possibilité sur les recettes aux élus locaux et aux maires en particulier, plus vous mettez à mal la démocratie. Parce qu'au final, je vais vous dire, vous allez me dire, voilà les besoins du territoire, voilà ce qu'on veut, on veut aller, on veut une piscine. Mais finalement, comme c'est pas moi qui maîtrise mes recettes, je peux pas vous garantir que je vais faire une piscine. Puisque je ne sais pas si j'aurai l'argent demain pour la faire. Je n'ai pas de garantie sur mes recettes. Et donc, vous remettez en question la démocratie locale. Ça pose des problèmes de fond. Didier Laguerre, vous avez, alors, avec la ministre donc, de l'Outre-mer, donc Marie Guévenoux, alors vous avez donc échangé sur un certain nombre de problèmes. Vous avez parlé donc de l'eau, de la réforme de la politique de la ville également. Oui, absolument. Lors de cette rencontre. Réforme de la politique de la ville. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'on n'a pas encore abouti au niveau étatique sur la réforme de la politique de la ville Outre-mer. Parce que pour des raisons de disponibilité de données, pour des raisons de tout le monde n'était pas prêt, la réforme de la politique de la ville qui devait avoir lieu en 2020 a eu lieu sur le territoire français au 31 décembre 2023 et n'est toujours pas faite Outre-mer. Or, sur la précédente politique de la ville, il y a eu des anomalies de mise en œuvre de la réforme et de mise en œuvre des textes et de la loi qui ont fait qu'un certain nombre de secteurs sont sortis de la géographie prioritaire. Pour les Martiniquaises et Martiniquais, un quartier comme Dinon n'est pas en politique de la ville. Un quartier comme Floréal n'est plus en politique de la ville. Depuis 2014. Parce qu'on nous a appliqué une méthode de calcul qui est la méthode de calcul des unités de plus de 5 millions d'habitants. On a appliqué à la Martinique, et donc à Fort-de-France, la même méthode de calcul qu'à Paris. Alors qu'il y avait deux méthodes de calcul, une pour les unités de plus de 5 millions d'habitants, et c'est de notoriété publique qui a plus de 5 millions d'habitants en Martinique. Et une pour les unités de moins de 5 millions d'habitants. Le résultat, c'est que la population et les quartiers en politique de la ville à Fort-de-France et en Martinique ont été divisés par 2. Donc, depuis 2014, je me bats pour faire corriger. Il faut revoir la répartition, pareil. Et donc, pour revoir cette géographie prioritaire. Parce que la géographie prioritaire permet non seulement d'accompagner les associations, mais surtout permet aux partenaires de la politique de la ville de prioriser leurs droits communs sur ces secteurs. Et quand vous avez un quartier comme Floréal où il n'y a pas de commerce de proximité, où il n'y a pas d'équipement public, le seul équipement public, c'est
un gymnase, un collège, une école et une MJC. C'est tout. Il faut absolument qu'on arrive et que vous avez un quartier vieillissant, que vous avez des jeunes de ce quartier, une partie des jeunes de ce quartier qui est en difficulté, qui est économiquement faible et qui a besoin d'accompagnement. Ben, il faut qu'on ait une politique de la ville qui s'applique, qui permette de renforcer la cohésion sociale, de renforcer le soutien aux associations. À l'époque où on était en politique de la ville, on avait des associations dans ce quartier. Aujourd'hui, il ne reste que 2 ou 3. Et ça, ce n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie dans le quartier et donc sur les problématiques qui peuvent se poser derrière. Et donc, on a discuté politique de la ville et moi, j'ai fait faire des études sur la géographie prioritaire, les critères permettant de déterminer cette géographie prioritaire et pour savoir, études par des cabinets reconnus dans le domaine, pour savoir quels sont les quartiers quelle est la géographie prioritaire en application des textes, compte tenu des données qui sont disponibles pour le territoire de la Martinique. Et donc, je discute, je rappelle régulièrement, je rencontre mes interlocuteurs sur les résultats de cette étude, que je partage avec les représentants locaux de l'État, préfets, sous-préfets, secrétaire général, etc. On est tous d'accord au niveau martiniquais pour dire que oui, la répartition de la géographie sur le territoire de Fort-de-France, la géographie prioritaire devrait donner tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur, d'après l'étude, mais aussi d'après ce que nous vivons sur le terrain. Et donc, j'entends qu'on y arrive parce qu'on aura un an de retard. Ouais. En réalité, on aura un an de retard. Il faudra négocier une prorogation spécifique outre-mer, etc. Mais cette année de retard sur l'application de la réforme, c'est surtout une année de retard sur notre capacité à intervenir dans des quartiers. Souvent, on entend dire, notamment par les oppositions, qu'on mène souvent beaucoup d'études qui, ma foi, peuvent rester lettres mortes. Donc, des fois, on fait des études. On vous dit, oui, il faut, mais j'ai envie de dire que l'opposition... Alors, je ne parle pas de le cas présent, mais souvent... Non, je ne parle pas de mon opposition. Ouais. Je dis, en général, l'opposition, elle a beau dire ça. Elle a beau dire ça. Quand je dis qu'on a fait faire une étude, il faut pouvoir objectiver le fait que Dillon doit être en politique de la ville. Il y a des critères pour la politique de la ville. Il faut que tant de personnes, tel pourcentage de la population sur un carré de 250 mètres de côté ait un revenu qui soit inférieur au revenu médian qui a été défini, etc. Il y a des méthodes de calcul. Donc, j'ai pris un cabinet extérieur pour qu'on ne vienne pas dire que le meilleur bidouille les chiffres. J'ai pris un cabinet spécialisé, reconnu sur les questions de politique de la ville sur le territoire français pour pouvoir réaliser cette étude et me dire voilà les secteurs, voilà en clair, voilà les poches de pauvreté sur le territoire de Fort-de-France à partir des données officielles disponibles. Ça a aussi l'intérêt pour moi d'identifier ces poches de pauvreté et donc d'orienter les politiques que je vais mener. Tout simplement. Et en même temps de convaincre le gouvernement que voilà la géographie prioritaire telle qu'elle devrait être dessinée. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission Les Invités de Mike, donc le premier magistrat, donc maire de la ville de Fort-de-France. Le maire, tout simplement. Oui, le maire, tout simplement, mais qui est aussi l'homme fort du PPM, puisque depuis quelques mois, vous êtes à la tête donc, de cette section. Le PPM, donc le parti progressiste martiniquais. Voilà, vous avez suppléé à... J'ai été élu président du parti progressiste martiniquais. Oui. Ouais, voilà. Vous voulez pas dire que vous avez été suppléé à Serge Letchimy? Ça vous dérange qu'on vous dise non? J'ai succédé à Serge Letchimy qui était président avant moi. Oui. Ouais. D'accord. Alors, ça me dérange pas. Justement, à la tête. Mais c'est la façon la façon d'amener ça qui peut prêter à confusion. Après, non, mais il y a une élection, donc vous êtes donc le nouvel homme fort donc de ce parti politique martiniquais. On va avoir très prochainement des élections qui sont des élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. Quels enjeux, quelles sont les attentes martiniquaises donc, sur cette gouvernance? Est-ce que l'Europe, c'est quelque chose qui passionne le Martiniquais et qu'est-ce qu'on attend donc de cette institution européenne? Les élections européennes ne passionnent pas le Martiniquais. Faut pas vous dire ça, je vais vous raconter des histoires. Oui. Les élections européennes ne passionnent pas le Martiniquais. L'Europe est omniprésente dans la vie du Martiniquais. Dans la vie de tous. Et donc du Martiniquais. Voilà. Et toute la difficulté aussi, c'est de faire prendre conscience de l'impact des décisions européennes, de l'impact de l'Europe dans notre quotidien.
Quand on pense Europe, on pense fonds européens. Ouais. Et donc, financement d'investissement. OK? Mais c'est pas que ça. L'Europe définit un cadre dans lequel la France se retrouve, que la France met en œuvre, et qui a donc un impact direct sur notre vie quotidienne, sur les problématiques de déchets, sur les problématiques environnementales, sur les problématiques y compris de développement économique, sur les problématiques de santé, de bien-être, de développement durable, d'écologie. Je prends un exemple. Oui. Je prends un exemple. Oui, la pêche, justement. Oui, la pêche. On a toutes les difficultés, toutes les peines du monde à faire entendre que, finalement, ça a fini par passer, que quand un pêcheur martiniquais ou guadeloupéen doit aller pêcher, il a besoin de puissance de moteur lui permettant d'aller au large. D'accord. Or, dans la stratégie européenne de gestion de la ressource et de protection de la ressource, eh ben, l'Europe limite les puissances et limite le renouvellement de cette flotte de pêche pour pouvoir limiter la ponction sur la ressource. On est sur deux problématiques différentes, mais c'est la même règle qui s'applique. Donc, si c'est pour dire que l'Europe intervient dans notre quotidien, sur l'ensemble des sujets de notre vie quotidienne, si on ne s'y intéresse pas, on se prive de la possibilité de faire entendre notre voix. Et donc, de notre côté, il faut se rendre compte aussi que le mode de scrutin des élections européennes est un peu... C'est la proportionnelle. Ouais, mais c'est un scrutin de liste. Ouais. Donc, du coup, c'est un scrutin de liste à la proportionnelle. Ce qui veut dire concrètement que des territoires comme la Martinique, la Guadeloupe... c'est un représentant par département? En fonction des partis politiques qui construisent une liste. Ouais. Les problématiques de ces territoires-là ne sont pas forcément prises en compte. Ce représentant n'est pas forcément élu. Donc, il se crée du coup une distance dans la prise en compte des problématiques, des réalités de ces territoires d'outre-mer. Et donc, on se retrouve dans un système où le mode de scrutin va éloigner l'électeur martiniquais de la chose. Alors que cet électeur martiniquais est concerné par les affaires européennes. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver aussi à faire comprendre, d'arriver à faire passer l'idée que on est concerné par les problématiques européennes. Et donc, c'est pas rien qui demander l'argent dans les fonds européens, c'est aussi se préoccuper, c'est aussi être partie prenante. Et donc, on a commencé à travailler avec nos militants, on a lancé la réflexion pour savoir quel sera le positionnement du Parti progressiste martiniquais dans le cadre de ces élections européennes et donc de l'offre. Vous comptez jouer donc de tout votre poids sur ces élections le 9 juin prochain? Je suis au parti depuis 2001, de mémoire. Le Parti progressiste martiniquais s'est toujours impliqué, intéressé aux élections européennes et ça va être le cas encore pour ces prochaines élections européennes. Maintenant, je ne vais pas vous dire que oui, on aura une mobilisation et une participation record aux élections européennes lors du prochain scrutin de juin prochain. Surtout dans un contexte où notre problématique et notre enjeu, c'est de freiner l'abstention galopante sur le territoire de la Martinique, mais c'est la même chose en Guadeloupe ou en Guyane, et donc encore plus fort sur les élections européennes. Alors, on a des produits qui sont subventionnés, notamment la banane martiniquaise, qui est fortement subventionnée donc, par cette politique agricole commune. Les petits planteurs, les gros planteurs, donc vous regardez aujourd'hui, donc je ne veux pas dire leur survie, mais le maintien donc, de l'activité économique agricole sur la banane dépend également donc, de l'Europe. Dépend également de l'Europe, dépend des subventions européennes qui sont versées dans ce cadre-là. Ce qui plaide encore pour que les Martiniquaises et les Martiniquais se sentent concernés par les questions européennes. Or, c'est une réalité. Nous, en tant que citoyens, nous sentons moins concernés par les questions, les élections européennes que par les élections locales et par les élections présidentielles ou législatives. Et donc, il y a un vrai travail de fond, il y a un vrai travail pédagogique à faire pour que dans notre quotidien, on se sente concerné par ces questions-là. Et les batailles politiques qui ont lieu autour des élections européennes ici ne se déroulent pas de la même façon sur nos pays ultramarins. Et donc,
l'adhésion et la ferveur populaire autour de ces élections n'est pas au rendez-vous. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que des problématiques telles que les sargasses qu'on rencontre sur le territoire, surtout le territoire martiniquais, puisque aucune ville donc côtière n'est épargnée, le traitement de... Certaines quand même le sont. Oui. Je ne sais pas, vous avez des noms, donnez-les. On a très peu de sargasses à Fort-de-France. Oui. Ça fait partie de nos spécificités. La baie de Fort-de-France et oui, parce que ça traverse et ça reste pas. La contologie fait qu'il y en a très peu autour de la baie de Fort-de-France. Ouais. Il y en a beaucoup sur la côte atlantique. Problématique qui peut être portée au niveau de l'Union européenne quant à la protection de l'environnement, quant à la protection de la santé, parce que les sargasses, quand elles se décomposent, dégagent du sulfure d'hydrogène, H2S, pour les gens qui font un peu de chimie. Physique chimie, oui. Et H2S et H2O, ça peut donner de l'acide sulfurique. Donc, c'est pas toujours très recommandé de respirer. Et d'ailleurs, on a des impacts sur tout ce qui est matériel, électronique, etc. Donc, il y a un problème de santé publique, il y a un problème de développement économique, parce que vous avez une partie du territoire qui est frappée par des algues qui... Et développement démographique tout court, parce que si vous êtes sur des zones qui sont fortement exposées, les gens ne vont pas venir s'y installer. Et voilà, vous avez un risque de problème d'aménagement à terme, de perte de valeur du patrimoine, etc. Donc, il y a des conséquences. Il y a aussi un potentiel éventuellement à en tirer. Et l'Europe peut jouer un rôle dans l'accompagnement, de le financement de la recherche, dans l'accompagnement du traitement de la problématique sargasse sur le territoire de la Martinique et de la Guadeloupe. Oui, l'Europe intervient dans notre quotidien. L'Europe accompagne des projets de cohésion sociale. On pense Europe, on pense fonds européen, programme fonds européen, donc investissement, mais l'Europe intervient également dans le développement social. On a un fonds social européen qui accompagne les collectivités sur les problématiques sociales. Donc, on a des associations, des appels à projets européens qui permettent à des associations, à des structures de pouvoir financer leurs actions, que j'appelle de cohésion sociale, au bénéfice de la population. Donc, et l'Europe intervient dans notre cadre, dans le cadre réglementaire et législatif dans lequel nous évoluons, donc est omniprésente dans notre vie quotidienne. Alors, j'ai une question. On parlait de sargasses, mais le chlordécone, l'Europe pourrait aussi intervenir, puisqu'il s'agit donc de santé publique. Alors, il y a des actions qui ont été menées au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en matière de chlordécone, le premier responsable, c'est celui qui a délivré les autorisations, c'est-à-dire l'État. Oui. Mais, au même titre que celui qui a demandé les autorisations de dérogation et de prorogation. Le président de la République, il faut lui rendre cet hommage. Le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État. Maintenant, on a une problématique. En même temps, de la procédure judiciaire, on a le dossier qui est classé sans suite. On a une problématique dépollution. Ouais. On a une problématique recherche. On a une problématique indemnisation. On a une problématique conséquence santé publique. Mais on a aussi une problématique, l'État a reconnu sa responsabilité, mais il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Hein. C'est pas l'État qui a décidé l'État a autorisé. Et donc, il y a une problématique justice et mise en cause de ceux qui étaient et qui ont demandé et qui ont répandu. Ouais. Vous pouvez demander. Alors, ceux qui ont obtenu ne sont pas. Ça dans des hangars. Là, je ne vais pas dans votre sens, qui ont répandu. Ceux qui ont obtenu ne sont pas ceux qui ont répondu et ne sont pas ceux forcément qui ont respiré. Ce sont les planteurs. Et traité. Voilà. Ce sont les planteurs qui ont demandé. Oui. Ce sont les planteurs qui ont demandé et qui ont obtenu et qui ont fait répandre. Les gros planteurs. Les gros, petits, j'en sais rien. C'est pas les fonctionnaires de l'État qui ont dit il faudrait. C'est une demande du territoire, par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes qui ont fait répandre, qui ont importé, acheté, fait répandre, voire fabriqué. Et on a du mal à comprendre que ces personnes ne soient pas inquiétées et que ces personnes bénéficient de non-lieu. Donc, il y a une problématique réglementaire, il y a une problématique réparation, au sens comment on dépollue, comment on prend en compte l'impact sur la santé, comment on accompagne ceux qui sont malades, comment on indemnise ceux qui sont malades.
Comment on prévient. Ouais. Vous pensez concrètement qu'on Donc, peut il y a encore... un plan. Je pense que ça passe par une loi cadre. Ouais. Je pense, et c'est le résultat du rapport d'enquête parlementaire qui a été conduit par Serge Estumi en 2017. Ça passe par une loi cadre qui définit un plan d'action sur une certaine durée, parce que c'est pas quelque chose qu'on va régler en quelques années, sur une certaine durée, et qui met un financement en face. Parce que malheureusement, quand vous faites de la recherche, ça a un coût. Quand vous devez identifier des terres polluées, ça a un coût. Quand vous devez faire des analyses de terre, si vous avez 2 personnes qui sont en charge de faire les analyses de terre et que vous avez des hectares de terre placés dans des endroits différents sur lesquels il faut aller faire les prélèvements, etc., vous vous rendez compte que le temps d'analyse est hyper long. Ouais. Et donc le temps d'identification est hyper long. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, vous ne savez pas trop si c'est pollué, c'est pas pollué. Donc, on voit bien qu'il y a un plan d'action global sur la durée qui doit faire l'objet d'une loi 4 qui définit ce plan d'action et qui définit son financement. Et à partir de là, on est vraiment dans une dynamique de correction. L'élu que j'ai en face de moi, il est pour la dépollution ou alors l'indemnisation? Ne me dites pas les deux. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que moi j'ai chlordécone, non? C'est soit au cas indemniser moins, soit au cas tirer chlordécone en terre. Non, mais s'il fallait prioriser aujourd'hui, non, je suis désolé, mais il n'y a pas à prioriser. Vous avez des terres qui sont polluées, vous avez des eaux qui sont polluées, vous avez des crabes que vous ne pouvez pas pêcher à Pâques. Parce que le fond de la baie est pollué. Pas de Fort-de-France, hein. Le fond de la baie où vit le crabe est pollué. Vous avez des pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher là où ils pêchaient, il faut qu'ils aillent pêcher plus loin parce que c'est pollué. Les eaux sont polluées. Ouais. Donc, et vous me dites, et vous avez des agriculteurs, je suis désolé, qui ont répandu de la chlordécone, qui sont malades. Et vous me dites, c'est soit j'indemnise, soit j'accompagne ceux qui sont malades, soit je dépollue. Non, mais je vous demande s'il fallait prioriser. Mais dans ce domaine-là, on ne priorise pas. D'accord. Dans ce domaine-là, on ne priorise pas entre la vie humaine actuelle et puis la vie future. Parce que lorsque la Terre elle est polluée et qu'elle est polluée pour des dizaines, des centaines d'années, c'est l'avenir que vous avez hypothéqué. Et vous pouvez me dire, on va hypothéquer l'avenir parce qu'on va traiter ceux qui sont... C'est l'un ou l'autre, mais ça peut pas être l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est les deux, il faut faire les deux. Il faut faire la recherche pour la dépollution, mais il faut traiter quand vous avez des maladies. Mais en même temps, si on indemnise sans dépolluer, c'est... Voilà, mais c'est bien pour ça qu'il faut faire les deux. Tu peux pas indemniser, donc moi l'argent et puis finir puis ça. Combien? À combien on estime la valeur de la vie humaine? Non, moi, je vous demandais la priorisation, monsieur le maire. Mais justement, à combien on estime la valeur de la vie humaine actuelle et future? Et si on dépollue, mais évidemment qu'il faut dépolluer, évidemment qu'il faut faire de la recherche pour dépolluer, évidemment qu'il faut pouvoir trouver des solutions sur du moyen long terme. Donc, on ne peut pas opposer les deux. C'est juste pas possible d'opposer les deux, c'est l'un ou l'autre. Ou quoi, dis-moi les deux, mais c'est les deux. Ça ne peut pas être un seul. Alors, monsieur le maire... Alors, après, on va me parler de moyens financiers. Mais là, on n'est pas sur des problématiques de moyens financiers, on est sur des problématiques de vie humaine. Et on est sur des problématiques d'avenir de territoire. Donc, ça peut pas être... et puis, c'est pas des milliards d'euros, hein. Mais il faut mettre l'argent sur la table, il faut financer. Parce que quand vous avez fait de la recherche sur la dépollution au chlordécone, la recherche, elle est utile pour le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe. Elle est utile pour d'autres territoires qui sont confrontés à des problématiques de pollution. C'est-à-dire que votre recherche, vous la vendez aussi. Hein. Et puis, c'est un investissement dans l'avenir et ça n'a pas de prix. C'est comme quand on me dit que, faut pas mettre on met trop d'argent dans l'éducation. On dit que ça a été fait aux États-Unis et il y a longtemps que c'est réglé. Et pourquoi? Parce qu'on a mis les moyens puis on a fini avec ça. Oui, mais pourquoi justement on ne met pas les moyens pour terminer? Qui? Je pose la question. Qui met les moyens? Je pose la question. Qui met les moyens? Moi, il y a deux responsables. Hein. L'État qui a autorisé et ceux qui ont demandé et répondu. Qui met les moyens? Mais ce sont les élus qui parlent à l'État. Qui met les moyens? Non, mais le truc, il est simple. Hein. Il y a deux responsables. Qui met les moyens? Oui. Mais ça peut quand même pas. Qui peut demander à l'État? Il y a un principe pollueur-payeur. Oui. Simple. On parlait d'Europe tout à l'heure. On parlait d'Union européenne. Il y a un principe pollueur-payeur, y compris en France. Hein. Ce principe européen, c'est traduit dans le droit français. Pollueur-payeur. Qui a pollué? C'est pas moi. C'est pas la population martiniquaise.
C'est pas l'État non plus. Qui a donné l'autorisation? Oui, l'État a donné l'autorisation, mais il n'a pas pollué. Ils peuvent vous répondre ça. On a donné l'autorisation, mais on n'a pas pollué. Voilà, donc on a donné l'autorisation de répandre un produit dont on savait qu'il était toxique, dangereux, et polluant, et durablement polluant, mais par contre, on n'est pas responsable. Ouais. Et c'est là que le président... Non, mais vous le disiez tout à l'heure dans votre réflexion, on sait qui a pollué, mais on sait qui on sait qui a autorisé. Oui. On sait qui a dit, vas-y, tu peux. Oui. On sait qui a acheté. On sait qui a dit. On sait qui a répondu, mais on nomme personne. On sait qui a dit, vas-y, tu peux. Ouais. On sait qui a demandé. On sait qui a acheté. On sait qui a répondu. Qui a fait répandre. Ouais. Parce que celui qui a répondu, c'est quand même l'ouvrier agricole qui a mangé le chlordécone. Et qui en est malade, et pour certains qui en est mort. Celui qui a fait répandre, c'est celui qui a l'exploitation. Donc, on sait très bien qui. Ouais. Et on ne peut pas venir me dire aujourd'hui, l'État n'a rien à voir là-dedans. Mais non, au contraire, mais c'est là. On ne va pas me taxer d'être macroniste. Je suis président du Parti progressiste martiniquais autonomiste, à idéal socialiste. D'accord? Mais il faut reconnaître que le président de la République a eu le courage politique de dire l'État a sa part de responsabilité. Mais en même temps, le dossier est classé. Juridiquement. Ouais. Et c'est là qu'on a du mal à comprendre. L'État a sa part de responsabilité, mais on classe le dossier. Mais de toutes les façons, oui, ça a un coût. Cette question de chlordécone et de dépollution, oui, ça a un coût. Mais c'est au-delà. Il faut que l'État paye. Mais c'est parce qu'on est sur un coût financier. Ouais. Mais c'est négligeable par rapport au coût humain. C'est négligeable par rapport aux souffrances que les gens endurent, par rapport aux maladies qui découlent de la présence de chlordécone. C'est négligeable par rapport à l'incapacité de cultiver les terres qui sont chlordéconées. Et donc là, la réduction de la capacité d'un territoire à se développer. C'est négligeable par rapport aux conséquences sur des vies humaines. Je ne parle pas de biodiversité. Je ne parle pas de biodiversité ni végétale, ni animale. Mais je parle juste de vie humaine. C'est négligeable par rapport aux conséquences sur des vies humaines. Et on peut pas chiffrer des vies humaines. Ça me fait penser à Aimé Césaire quand on lui parlait d'indemnisation dans le cadre de l'esclavage. Donc à combien vous allez estimer la vie des gens? Et donc, combien vous donnez pour un ancêtre esclave? Et combien vous donnez à chacun? Vous voyez bien que là, on met sur deux plateaux de balance deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Vous mettez des cocos d'un côté et des abricots de l'autre. Et vous les comparez, ça va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc oui, ça a un coût financier. On l'assume collectivement, on le porte collectivement. Et puis on peut se dire aussi que cet effort-là va déboucher sur des perspectives. Et c'est tout. Didier Laguerre, dernière question dans cette émission, dans les invités de Mike. Alors, on a beaucoup parlé donc de terre. De terre polluée. Oui, de terre polluée. On va parler de terre volée. Et justement, on va parler donc de cette affaire qui fait décrier toute la Martinique, puisqu'on on l'a dit, on entend ici et là que les élus ne se soulèvent pas et ne prennent pas à bras-le-corps ce problème dans l'affaire Pinto, dont tout le monde parle, donc qui a traversé les océans. Donc on en parle ici dans l'Hexagone. C'est même arrivé sur le continent africain, cette affaire Pinto. Donc voilà, alors on sait qu'aujourd'hui Hervé Pinto est incarcéré et on dit que les élus ne se mouillent pas ou ne se préoccupent pas de ce problème. C'est problématique. Pourquoi, selon vous? Ça dépend de ce qu'on attend des élus. Les dirigeants martiniquais. Ça dépend de ce qu'on attend d'eux. Si on attend d'un élu qu'il fasse libérer quelqu'un, je suis désolé, hein, moi je suis maire de Fort-de-France, on ne peut pas attendre de moi que je fasse libérer des gens. Il fallait l'incarcérer? Je ne sais pas s'il fallait l'incarcérer. Je ne suis pas juge, je ne suis pas... Justement, et c'est là qu'on veut noyer les choses. Je ne suis pas juge, ce n'est pas à moi de savoir s'il faut l'incarcérer ou pas. Ce n'est pas à moi de dire si un tel doit aller en prison ou pas. Ce n'est pas à moi de juger de ce que vous avez fait et de la sanction qui vous a appliquée. Et de commenter des décisions de justice. Par contre, en tant qu'élu, c'est à moi de constater qu'il y a un problème foncier sur le territoire de la Martinique. Ce que j'ai déjà fait, quand on dit que les élus ne s'expriment pas. Souvent aussi, quand les élus parlent, on préfère ne pas les entendre pour pouvoir dire que les élus n'ont rien dit. On a un problème foncier sur le territoire de la Martinique. On a un problème du fait de notre histoire, du fait de
notre façon de gérer nos héritages, de façon de gérer nos successions, ou de toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu vas prendre ça, toi tu vas prendre ça. Et on a un problème d'adaptation de la règle normale française à notre réalité. Et donc ça génère des drames familiaux, ça génère des problèmes, ça génère des personnes qui vont s'accaparer des terres. Ce que nous on appelle le vol de terre ou la spoliation. Ça génère aussi des problématiques d'inflation et donc de la difficulté à se loger. On a un problème sur ça. On a un problème sur la publication des actes qui mettent trop de temps pour être publiés, les actes anciens pour être mis à jour, et donc pour l'accessibilité de l'information. Et au final, on se retrouve dans une situation où, et en plus on a un problème réglementaire, où un maire, quand il délivre un permis de construire, le maire, parmi les pièces que je dois examiner, les pièces que doit me fournir le pétitionnaire, donc Mike, il veut un permis de construire, il doit fournir ça. Ça doit être conforme à la réglementation, ça doit être conforme au plan local d'urbanisme, ça doit être conforme à un certain nombre de règles. Et parmi les pièces que je demande, je n'ai pas le droit, je n'ai pas à demander le titre de propriété. Ouais. Et je ne peux pas refuser un permis de construire parce que je n'ai pas de titre de propriété. Il faut les réformer là-dessus. Je pense que, en tout cas, en ce qui nous concerne, vu les problèmes que ça pose, vu les problèmes et les tensions qu'il y a autour de ces questions foncières-là, je pense qu'il faut adapter la règle. Je pense que la règle, il faut à minima l'adapter par rapport à notre réalité. Et quand on me dit, oui, mais la règle, il suffit de faire ça, il suffit d'aller chez le notaire au décès du parent pour régler la succession, et il n'y a pas de problème. Sauf que quand on veut parler de cette affaire-là, on parle d'un décès qui a lieu en 1902. En 1902. Pas en 2022. En 1902. Vous voyez le nombre de... Ça va tant. Donc, qu'on ne dise pas, il n'y a qu'à se conformer à. Donc, on a cette problématique-là. Et donc, moi, j'ai fait des propositions qu'on mette en place des groupes de travail et qu'on travaille sur ces questions-là. La CTM a formulé, pour le coup, moi, j'ai fait des propositions. La CTM a formulé la proposition de mettre en place une commission qui réunit les parties prenantes. D'ailleurs, il y a une motion de la ville de Fort-de-France. Oui, aussi, oui. Qui soutient la proposition de la collectivité, mais il faut qu'on publie les actes. Donc j'ai demandé, le conseil municipal a demandé qu'on publie les actes, qu'on informe aussi la population de ses droits et de ce qu'elle doit faire, qu'on demande aussi de veiller, de s'occuper de leurs biens. Quand on parlait tout à l'heure de maisons abandonnées, mais quand vous êtes répartis aux quatre coins du monde et que vous avez laissé des biens qui sont là, ça pose des problématiques après. Et alors quand c'est des biens, c'est des terres, et que sur ces terres, des gens s'installent, que des gens viennent occuper ces terres. Après, ça pose des problèmes. Et elles peuvent même ensuite vous revendiquer la propriété de ces terres, conformément au droit. Et donc, vous avez tous ces problèmes-là qui viennent se poser. Et donc, on a fait une motion au conseil municipal de Fort-de-France pour demander qu'il y ait donc la publication. On a des affaires judiciaires où il y a des suspicions de vol de terre. Et donc, il y a eu des plaintes qui ont été portées, mais qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas. Il faut aussi que la justice mette des bouchées doubles pour traiter ces problèmes-là, de façon à ce qu'on revienne à de la sérénité et de façon à ce qu'on ait un droit qui soit davantage en adéquation avec notre mode de vie, et non pas un droit qui nous contraigne à rentrer dans un cadre dans lequel manifestement on a du mal à rentrer. Et le droit, c'est pas juste s'imposer. Le droit, c'est la traduction de la réalité de la société. Et la société martiniquaise, mais elle a cette réalité-là. Donc, il faut qu'on adapte. Ouais. De l'intérêt de cette commission, de l'intérêt de travailler dessus. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'affaire Pinto, comme on l'appelle, il y a eu des décisions de justice. Mais là aussi, vous avez des décisions de justice qui ont du mal à rentrer en application et à devenir concrètes. Donc, il faut que les décisions soient plus claires et que les choses suivent derrière. Et donc, du coup, on se retrouve avec un sentiment légitime que je partage aussi, de quelqu'un qui est victime, puisqu'il est victime dans l'affaire, et qui se retrouve en prison. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait ce sentiment d'injustice. Mais en fait, il y a une chaîne qui conduit à cette situation. Il y a une chaîne qui conduit à cette situation, et il y a des responsabilités de part et d'autre. Et ce n'est pas à moi de dire un tel ou un tel doit être en prison. Alors, on va juste rappeler aux téléspectateurs qu'il est emprisonné, non pas pour l'affaire concrète en elle-même, mais parce qu'il n'aurait pas respecté
Un contrôle judiciaire Un conseil judiciaire qui a été signifié par voilà. Par un juge dans le cadre de plaintes qui ont été portées. Ouais. Parce qu'il y a la question de la propriété et puis il y a des plaintes qui ont été portées contre lui. Et il y a des plaintes qui ont été portées, donc il y a une instruction judiciaire qui a conduit à un contrôle judiciaire. Donc, tout ça, ce sont des décisions de justice. Et je n'ai pas... alors, on m'a dit que la justice coloniale. Je dis, ok, d'accord, la justice coloniale, quand ça vous arrange, la justice est coloniale. Et quand vous faites appel à la dite justice, à la même justice, elle est plus coloniale. À quel moment elle est coloniale? Quand ça va dans notre sens, quand ça va pas dans notre sens. Et quand ça va dans notre sens, elle est plus coloniale. Non, moi, je n'ai pas à la qualifier, la justice. Et surtout, je n'ai pas à interférer. Parce que je n'ai pas les éléments permettant de savoir les raisons pour lesquelles. Et par contre, je dis oui, au départ, elle est victime. Et aujourd'hui, il est en prison. Et de surcroît, on a le sentiment qu'il aurait pu être contraint différemment. Mais ce n'est pas moi qui peux dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà, il faut le libérer, il faut lui faire ci, il faut lui faire ça. Je ne sais pas, ce n'est pas dans mon champ de compétences. Et je refuse de sortir de ce champ de compétences. Justement. Parce que je ne veux pas que qui que ce soit. Il faut toujours voir le truc. Mais souvent, il faut toujours voir le. Donc, si moi. La population dit que oui, on n'a pas entendu les élus martiniquais là-dessus. Quand on ne veut pas entendre les élus, on ne les entend pas. Ouais. Si moi, maire, je suis en capacité, en mesure de dire voilà ce que la justice doit faire. Ça veut dire qu'il faut que j'entende aussi que la justice puisse venir dire voilà comment le maire doit gérer sa ville. Hein. Il faut toujours voir que ça va dans les deux sens. Hein. Or, dans le système, et c'est une bonne chose, dans lequel nous sommes, la justice est distincte de l'exécutif et du politique. Parce que ça sous-entend que le maire de Fort-de-France dit il faut mettre celui-là en prison, il faut celui-là, libérer celui-là. Ah bon? On est conscient que des affaires Pinto, on risque d'en avoir donc pléthore sur le territoire martiniquais. Pléthore, je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on appelle l'affaire Pinto. Oui. C'est ça, parce qu'on en fait un symbole et on en fait un raccourci. On ne devrait pas en faire un symbole. Qu'est-ce qu'on appelle l'affaire Pinto? Le fait qu'on ait des terres sur lesquelles on a des problèmes de titre de propriété, sur lesquelles on a des problèmes de construction, sur lesquels on a des questions de légitimité de la construction. Mais monsieur le maire, on est gangréné par ça aux Antilles? Oui, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle l'affaire Pinto ou est-ce que c'est le fait qu'il ait été emprisonné pour non-respect de son contrôle judiciaire? C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on appelle l'affaire Pinto? Et c'est pour ça que je préfère parler des problématiques foncières sur le territoire de la Martinique, de spoliation de terre, de spéculation également, d'accès, de difficulté d'accès à la terre. Et il y a ce loger, parce que quand vous êtes dans un système comme ça où vous avez une appropriation des terres et finalement vous avez un niveau de coût de ces terrains qui augmente. Ça veut dire qu'une partie de la population martiniquaise a du mal à accéder à la propriété, a du mal à se loger. Et comme disent certains, est voué à la location. Et ça non plus, c'est pas souhaitable. Donc, derrière ça, il y a des problèmes de fond. Quand vous avez des actes qui ne sont pas référencés parce que le travail n'a pas été fait et qu'il date déjà de 20, 30, 40 ans et que le travail n'a pas été fait, donc que lorsqu'on veut regarder qui est propriétaire du terrain, ben, il y a un trou, il y a un blanc. Il faut régler ces problèmes-là pour que justement on n'ait pas de suspicion, de système frauduleux, de dépossession de terres en Martinique et en particulier vis-à-vis de Martiniquais qui sont propriétaires de terrains. C'est donc un problème complexe, c'est un problème qui nécessite d'être traité dans la sérénité. Et c'est un problème qui nécessite également, de mon point de vue, qu'il y ait au moins des adaptations réglementaires. Et qu'il y ait un travail partenarial, parce que vous avez l'État qui est concerné pour partie, vous avez les notaires qui sont concernés pour partie, vous avez les avocats, vous avez aussi la justice, comment elle reçoit et comment elle traite. Vous avez beaucoup de plaintes sur des suspicions, des accusations de vol de terre, c'est-à-dire d'appropriation où quelqu'un s'est désigné propriétaire d'un terrain qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Et donc le propriétaire légitime dit mais c'est mon terrain. Et il produit des actes disant que c'est son terrain et il construit dessus. Et la justice met un temps beaucoup trop long pour traiter ces questions-là. Ce qui fait que la personne a le temps de construire. Et donc vous vous retrouvez dans des
des situations compliquées, mais comme en plus vous n'avez pas les actes qui sont référencés, etc. Donc vous vous retrouvez parfois dans des situations inextricables. Donc il faut mettre tout ça sur la table, il faut mettre tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour de la table. Il faut que les députés, c'est ce qu'on a aussi dit dans notre motion au conseil municipal, que les parlementaires, il y a 6 parlementaires en Martinique, que les parlementaires créent un groupe de travail et travaillent à faire une proposition. Que ce groupe de travail travaille en lien avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir. Marcelin Nadeau a émis la même idée, qu'on mette tout le monde autour d'une table et qu'on travaille à trouver une solution. Parce que au-delà de régler un cas, on a un problème de fond sur le territoire de sentiments de spoliation, de vol de terre, de détournement de terre, et donc finalement d'injustice. Or, il n'y a rien de pire que le sentiment d'injustice et qui fait perdre confiance dans le système, qui fait perdre confiance dans ses interlocuteurs. Et donc dans les institutions au sens large du terme. Et ça ouvre la porte à toutes les dérives possibles. Et donc on ne sait pas si demain matin, par rapport à ça, on n'aura pas d'autres réactions éruptives parce qu'il y a un sentiment profond d'injustice. Et il faut le traiter, il faut apporter des réponses. Il faut modifier ce qui doit l'être pour que les choses rentrent dans l'ordre. Rapidement. Le plus rapidement possible, en matière foncière, bien sûr. Merci Didier Laguerre d'être venu dans cette émission. Les invités de Mike, réalisés par Peggy Ladéon. On va remercier également donc Dario Rangassami. Merci à Jean-François Saint-Louis pour la mise en image. Merci à Danielle Borilla, notre directrice des programmes. Et puis, monsieur le maire, merci encore d'être disponible, de venir nous retrouver ici dans ce studio pour parler du pays, parce qu'on aime ça ici dans l'Hexagone. Donc parler du pays, parler donc des choses vraies. Et on sait que vous êtes un homme bien engagé donc au service des Martiniquais, mais pas seulement. Au service de l'intérêt général, tout. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Merci à vous. Merci à vous. Bon retour à Martinique. Alors, après-demain. Juste un petit mot, parce que on a été interpellé par plusieurs personnes. Me disent, oui, mais le carnaval, voilà. Alors, le carnaval à Martinique, il s'est bien passé. On a une belle édition. Le carnaval en Martinique s'est très bien passé. Ouais. Je rappelle que le carnaval en Martinique, c'est pas le carnaval à Rio. C'est pas des groupes qui défilent l'un après l'autre. C'est pas une organisation. Non, le carnaval en Martinique. Il est martiniquais. Il est proprement martiniquais. C'est une expression populaire. Ouais. Chacun, on a des traditions du jour gras, mais chacun s'exprime comme il l'entend. Le rôle de la ville, c'est de créer les conditions de cette expression populaire. Le rôle du peuple, c'est de s'exprimer. Tout simplement. Donc les groupes s'expriment comme ils l'entendent. Et c'est ce qui fait la magie de ce carnaval où le touriste qui descend du bateau de croisière qui arrive le matin peut venir participer au vidé. 5 000 personnes, on rappelle. De touristes. Ouais, de touristes. Plus de 250 000 personnes accueillies sur le territoire de Fort-de-France pendant les jours gras. Et pas d'incident majeur. Voilà. Notable, et c'est à saluer. Et les 5 000 touristes des bateaux de croisière avaient la possibilité, il y en a qui sont allés courir leur vidé, qui ont participé comme ils l'entendaient. Et c'est ça la magie du carnaval martiniquais. C'est pas une parade où je viens, je m'assieds et je regarde un spectacle. C'est pas un spectacle. Le spectateur est acteur du carnaval martiniquais. Alors parfois ça peut donner le sentiment d'un bordel organisé. Mais bien géré dans l'ensemble. Oui, bien géré dans l'ensemble. Et finalement, faut le noter, parce que ça fait à l'image de la volonté populaire. Ça fait partie donc de notre culture, de nos coutumes. Les bradjaks, sont apparus en Martinique. Elles sont apparues progressivement. Il y avait 2-3 bradjaks de voitures modifiées qui pétaradaient dans la ville. Et aujourd'hui, c'est devenu une vraie expression. Ouais. Une exposition majeure dans ce carnaval. Et oui, et donc c'est réglementé, c'est organisé parce que justement il y a une expression populaire autour de ces bradjaks. Il y a une expression artistique sur les carrosseries, etc. Et donc du coup on a organisé pour que ces véhicules puissent et que ces personnes puissent s'exprimer et que les autres puissent s'exprimer aussi. Et l'objectif c'est ça, faire en sorte créer les conditions pour que chacun puisse s'exprimer. Après chacun s'exprime librement. Alors il y a d'autres événements majeurs sur la Martinique, mais parmi
les gros événements, le Tour d'Éole, l'édition 2024, qui sera donc avancée sera déplacé du fait au 15 juillet des Jeux Olympiques. Il y a le festival culturel de la ville de Fort-de-France. Comme tous les ans. Comme chaque année, qui aura lieu au mois de juillet. Il y a la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique qui aura lieu le 21 mai. L'abolition de l'esclavage étant le 22 mai, il est hors de question que le maire de Fort-de-France fasse travailler des agents le 22 mai. Donc, nous organisons la commémoration de l'abolition de l'esclavage le 21 mai. Mais il y a aussi, même par exemple, le Martinique à Litour, qui aura une spéciale pour le coup, non chronométrée sur le centre-ville de Fort-de-France, autour sur le Malécon où il y a un est de proche et autour de la savane. Voilà, il y a un concert qui se prépare pour la mi-août, qui a déjà été annoncé, pendant le carnaval d'ailleurs. Kalash en l'occurrence. Le concert de Kalash en l'occurrence. Voilà, il y a des choses qui se préparent et on travaille à la fois à traiter les problèmes, on travaille à la fois à améliorer les conditions de vie au quotidien, mais on travaille aussi à promotionner, à développer notre culture martiniquaise. Alors, juste pour terminer sur cette note musicale, alors on sait il y a 1 an ou 2, donc le tournage d'un clip dans les rues de Fort-de-France en pleine nuit avec Kalash avait un petit peu fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, qu'ils reviennent sur le territoire cette fois-ci. Kalash est revenu. Il est revenu plusieurs fois depuis. Oui, mais mais un concert sur Fort-de-France un 14 août, c'est voilà. Oui, mais ça, je suis désolé, c'est un artiste martiniquais de talent, qui peut être controversé sur un certain nombre de comportements, mais c'est un artiste martiniquais de talent et qui est reconnu. Donc, je vois pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi on a tendance chaque fois qu'on a quelque chose de bien qui explose à l'extérieur, on a tendance à essayer de... Oui, il y a eu une autorisation donnée par le maire de Fort-de-France. Faut pas croire, il y a eu une autorisation. Et je trouve que c'est mieux que le maire donne une autorisation, qu'il ferme une voie et qu'il permette à l'artiste de faire son clip, plutôt que 4 motos viennent barrer l'autoroute entre deux ponts et que l'artiste fasse ses affaires. D'accord. Alors, on reproche au maire d'avoir accompagné. Je pense que mon rôle, c'est ça. C'est pas de donner l'expression artistique, c'est pas de donner la ligne directrice des invités de Mike, mais c'est d'accompagner pour que ça puisse avoir lieu. Donc, accompagner pour que l'artiste puisse faire son clip avec un certain nombre de règles et de cadres qui avaient été posés. Merci à vous, merci d'être venu, monsieur le maire. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, dans cette émission, les invités de Mike. Merci à Dayo Rangassami, merci à Peggy Ladéon. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jean-François Saint-Louis qui s'occupe donc de la mise en image. Merci à Daniel Borilla, notre responsable des programmes. Et que vous soyez sur Free, le canal 932 sur Bouygues, le canal 407 sur Orange, le canal 398. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite avec d'autres invités. Et vous le savez, notre devise ici à Télé Antilles est de rester toujours plus près de vous.